Oui, donc effectivement, moi ce que je voudrais, c'est essayer de prendre un point de vue, déjà de camper la vision de la situation du point de vue théorique et la remettre un petit peu en perspective. En fait, comme ça a été dit, fait partie des vieux qui ont travaillé sur le sujet des réseaux de neurones dans les années 80 et ça m'a beaucoup intéressé de voir récemment, dans les 10 dernières années essentiellement, revenir sur la nouvelle intelligence artificielle et m'apercevoir, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que, en gros, tous les concepts étaient déjà là et que malgré tout, il y a encore énormément de choses à faire. Donc c'est ça que je voudrais essayer de faire. Ce qui est spectaculaire entre-temps, c'est une nouvelle perspective, et cette nouvelle perspective, elle date d'il y a une décennie essentiellement. Et elle a donné lieu en particulier à des affirmations très fortes. Donc là, j'en ai copié quelques-unes juste pour camper le décor. Des personnalités très importantes, Kurt Weill ou Terry Sejnowski, mon collègue de UCSD, qui sont les grands optimistes en un certain sens. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'optimisme, mais en tout cas qui ont une vision très positive de ce qui va arriver. Le fait que les machines vont nous entraîner, qu'elles vont se connecter à notre néocortex, la partie de notre cerveau où on va penser. Et avec tout ça, on va devenir plus néocortex, on va devenir plus drôle, on va devenir meilleur à la musique et on va être plus sexy. Voilà une vision tout à fait positive de quelqu'un qui est un acteur important du sujet. Et c'est résumé par Sejnowski de manière plus laconique, mais tout de même, qui dit que nous allons être essentiellement plus intelligents. Du côté de l'extrême négatif ou des avertissements, j'ai sélectionné deux interventions. Elon Musk qui prétend que les nouveaux développements de l'intelligence artificielle sont un risque existentiel pour la civilisation humaine, d'une manière qui ne ressemble pas à ce qu'on a pu vivre avec les accidents de voitures, d'avions, etc., mais qu'elles peuvent faire du mal à l'ensemble des individus dans une société et même briser une société tout entière. Et puis Stephen Hawking, quand même un savant très respectable et respecté, qui a exprimé sa crainte que l'intelligence artificielle remplace les êtres humains. Il faut se souvenir que Stephen Hawking avait vu et vécu, je dirais, dans sa chair, les progrès de l'assistance par des ordinateurs, puisque en fait, il communiquait largement grâce à ces outils et il envoyait les progrès. Donc, ce qui s'est passé depuis le début des années 2010, c'est avant tout un progrès technologique majeur, beaucoup d'entre vous le savent ici, sur l'analyse des images avant tout. L'analyse des images, c'est-à-dire la détection, la segmentation, reconnaissance d'objets dans une image, reconnaissance de régions dans une image, avec toutes les applications qu'on peut imaginer, détection de visage, détection de texte, détection de piétons ou de voitures dans un environnement, mais aussi beaucoup d'applications en imagerie médicale, avec des progrès extrêmement significatifs. Probablement le landmark, le moment clé de cette évolution, c'est dans cette compétition mondiale qui était classifiée des images par les images d'une base de données ImageNet. Tout d'un coup, en 2012, un nouvel algorithme qui arrive, qui est basé sur le deep learning et qui fait un progrès très notable par rapport à tout ce qui était fait jusque-là. Et dès l'année suivante, pratiquement tous les compétiteurs avaient adopté cette technique-là. Donc on voyait une évolution extrêmement forte. Donc l'analyse d'image a été motrice dans cet ensemble de progrès, mais on a vu en parallèle beaucoup de progrès sur la langue, en particulier sur la traduction, la robotique, on va en a entendu parler, des progrès récents et très spectaculaires sur le protein design, sur la conception, enfin la capacité à prédire le repliement d'une protéine sur la base de sa séquence, ce qui est un projet absolument majeur en biologie, évidemment, lié en quelque sorte à ça, la capacité à prédire l'activité d'une certaine molécule en tant que drogue, en tant que médicament.
Des choses que j'appelle science boosting, qui est effectivement l'usage de techniques d'analyse dans tout un tas de branches de la science qui vont être capables d'identifier des variables pertinentes, de trouver des corrélations, trouver des variables cachées. La médecine personnalisée, les jeux, et puis beaucoup d'applications du côté social en tant que capacité à établir des profils et à faire des recommandations. Donc, si on regarde ces nouveaux développements de l'apprentissage machine, bon, il s'agit d'apprentissage supervisé dans lequel on a une entrée et une sortie, une machine au milieu entre les deux. On veut une machine qui, quand on lui présente une image, je vais prendre des exemples d'images parce que c'est plus facile, c'est plus parlant dans un exposé comme celui-là. On présente une image d'un animal ici, va être capable de dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Donc toute l'idée est que on ne va pas essayer soi-même de programmer la machine, mais on va juste lui enseigner à s'auto-programmer à partir d'exemples qu'on lui donne. Donc il s'agit d'apprentissage supervisé. On suppose qu'on dispose d'une base de données, une base de données qui est d'un certain nombre d'exemples d'images de chats, un certain nombre d'exemples d'images de chiens, et on va essayer de faire en sorte que la machine donne une réponse correcte sur cette base de données. Donc, évidemment, la deuxième étape qui sera cruciale, c'est une fois qu'on a bien travaillé sur la base de données, une fois qu'on s'est bien entraîné, qu'est-ce qui se passe dans une phase de test où on présente de nouvelles images que la machine n'a jamais vues, et c'est toute la question de la généralisation. Donc, les machines en question sont des réseaux de neurones artificiels. Ça remonte, les réseaux de neurones artificiels remontent à plus de 70 ans. Moi, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est des idées inspirées du comportement des neurones biologiques, dans lequel le signal dans un neurone est récupéré au niveau des dendrites, et quand il dépasse un certain seuil, va émettre un potentiel d'action qui se propage le long de l'axone, pour ensuite aller se propager à d'autres neurones via les synapses. Donc, une simplification, une schématisation de ce système-là consiste à dire qu'un neurone donné va recevoir des signaux d'un certain nombre d'autres neurones, et ces signaux sont modulés, ils sont pondérés par l'efficacité de la transmission synaptique entre un neurone et un autre. Et donc, finalement, le calcul que va faire ce neurone artificiel ici, ça va être simplement, il regarde la somme des signaux qui arrivent des autres neurones qui sont ici, il les pondère, il y en a qui vont avoir une influence très forte, parce que la synapse là est très forte, et d'autres qui ont une influence qui peut être même négative. Et ensuite, il y a une fonction non linéaire qui s'applique, qui est cette fonction de seuil, qui est l'équivalent de ce seuil biologique, à partir duquel un neurone va commencer à émettre un potentiel d'action sur son axone. Les fonctions non linéaires qui sont là peuvent prendre diverses formes, des fonctions signes, des fonctions tangentes hyperboliques, fonctions rectifying linear unit, relus, etc. Et donc les paramètres, ce neurone-là dispose, pour sa phase d'apprentissage, va disposer d'un certain nombre de paramètres qui sont toutes les efficacités des connexions avec les autres. Deuxième ingrédient, c'est d'avoir une base de données. Donc, je vous ai montré une base de données d'images, une base de données historique qui remonte là aussi à quelques décennies maintenant, qui est la base de données des chiffres en écriture manuscrite de MNIST. Et finalement, une fois que je vous ai donné ces ingrédients-là, la chose est assez facile, enfin, semble assez facile. Voilà un exercice qu'on peut donner de nos jours très facilement, qui est de dire, vous construisez un réseau de neurones, vous avez ici une image. Donc dans la base MNIST, c'est digitalisé sur des carrés 28 par 28, donc il y a 784 entrées. Donc c'est un vecteur en dimension 784 qui est là, je n'ai pas montré les 784 neurones. On va aller vers une couche cachée, alors une couche de neurones cachés ici qui est de l'ordre mettons une quinzaine. Et puis on a un truc de sortie, une couche de sortie dans lequel il y a les 10 chiffres. Et on va vouloir entraîner le réseau de neurones de telle sorte que quand on lui présente un chiffre à l'entrée, on lui présente le chiffre 5, eh bien on voudrait que ce soit celui-là qui reçoive le signal le plus fort. Et donc celui-là qui va s'allumer à la sortie, donc il l'aura reconnu. Pour cela, on dispose, et c'est un exemple extrêmement simple, je vous montre un exemple vraiment de coin de table presque.
Dans ce cas-là, il y a, si on compte à peu près, il y a de l'ordre de 12 000 paramètres. C'est-à-dire qu'en fait, les paramètres, c'est chacune des efficacités synaptiques, chacune des connexions entre un neurone et un neurone antérieur qui va lui envoyer un signal est modulée. Elle est modulée par ce poids, et on doit fixer ces 12 000 paramètres. Les règles d'apprentissage qu'on utilise de nos jours pour ce genre de système sont extrêmement simples en un certain sens. C'est des apprentissages de gradients, c'est-à-dire que, de manière un peu caricaturale, on regarde presque séquentiellement, connexion après connexion, dans quel sens on a intérêt à la faire évoluer. C'est-à-dire que si j'ai une connexion qui vaut 0,3, j'essaye de la mettre à 0,4 et je vois si ça améliore la performance, j'essaye de la mettre à 0,2, je vais dans le sens qui améliore la performance et je suis comme ça un gradient de fonction d'erreur. Donc tout ça est quelque chose qui est assez facile à programmer de nos jours. On a besoin quand même, puisqu'on a 12 000 paramètres, on a besoin d'une base de données importante et on peut utiliser les 60 000 chiffres. Juste pour dire, si vous programmiez à la sortie de cette séance, si vous programmiez ce système-là, tel que je l'ai décrit, vous trouveriez assez rapidement que ce système très simple que j'ai mis là fait une performance déjà excellente, enfin assez bonne. Il ne fait que 4% d'erreurs sur des nouvelles images dans la phase de généralisation. Et si on fait une architecture un peu plus complexe, un peu plus profonde, avec plusieurs couches cachées, à ce moment-là, on va obtenir très vite 2 pour 1000 erreurs. Et les erreurs en question sont presque plutôt des erreurs de la base de données que des erreurs dans la capacité de généralisation, puisque je montre ici quelques-unes des erreurs. Je ne suis pas sûr que je serais capable de dire pour chacun d'entre eux ce que la personne qui a écrit le chiffre voulait faire. Donc voilà, tous ces ingrédients-là, comme je le dis, étaient présents depuis un certain temps. Et finalement, ce qui s'est passé dans les années récentes, c'est la capacité à entraîner des systèmes de plus en plus grands. Systèmes qui peuvent avoir des millions de neurones, des centaines de couches successives, et donc des dizaines de millions de paramètres à optimiser. Et ils sont évidemment entraînés sur des bases de données énormes. Le résultat est assez spectaculaire puisqu'il y a tous ces progrès technologiques que j'ai énumérés très rapidement tout à l'heure. Et on voit aussi apparaître quand même quelque chose qui est intéressant, qui est une façon de faire le calcul qui, sur l'image en tout cas, on peut commencer à voir des choses. C'est-à-dire que si j'essaye de regarder dans les premières couches du système ce à quoi les neurones en question sont sensibles comme image d'entrée, on va voir que chacun des neurones est sensible à un petit bout d'image. Par exemple, dans les toutes premières couches, on va avoir des détecteurs de traits, des détecteurs de bords. Un neurone qui va être sensible à un trait qui est dans cette direction-là ou dans cette autre direction, etc. Ce qui arrive d'ailleurs au passage dans le système visuel, c'est bien connu. Dans des couches plus profondes, on va avoir des neurones qui deviennent sensibles à des espèces de patterns qui peuvent ressembler, vous voyez, à quelque chose qui ressemble un petit peu à un œil, à un nez, etc. Et puis quand on va aller dans les couches les plus profondes, les plus loin de l'entrée, les plus proches de la sortie, on va être sensible à un certain visage. Donc la question que je voudrais poser par rapport à tout cela, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, il y a de nouveau pas énormément. Je vais revenir quand même 70 ans en arrière pour expliquer que Frank Rosenblatt, dans les années 50, avait inventé une machine très simple, qui était une machine avec une entrée, et puis une entrée qui est directement connectée à une sortie. Exactement le même principe que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Et il avait, à partir de cette machine appelée le perceptron, ça avait attiré énormément l'attention, puisque en 1958, le New York Times dédiait un article à Frank Rosenblatt. L'article disait que la Navy vient de révéler le début d'un calculateur électronique dont on s'attend à ce qu'il soit capable de marcher, de parler, de voir, d'écrire, de se reproduire lui-même et d'être conscient de son existence. Cette machine qui coûtait 2 millions de dollars,
n'ai pas fait la conversion sur ce que ça veut dire aujourd'hui, avait déjà fait un progrès considérable qui était d'être capable de reconnaître la droite et la gauche dans un ensemble d'apprentissage supervisé. Et on pensait qu'il s'agissait de la machine qui serait capable de penser comme un être humain. Donc ça montre l'espoir qui était né dans les années 50. Il est vite apparu que le perceptron lui-même était une machine un petit peu trop simpliste, au sens où ce que fait cette machine, c'est juste de regarder une projection, disons, à partir d'un espace d'entrée. Si je regarde ce qui se passe pour un des neurones de sortie, si j'appelle XI l'activité du neurone I dans l'entrée et WI le poids, bien la sortie, c'est une certaine fonction linéaire de la somme des WI XI. Et donc si je prends par exemple ici une fonction signe, ben, je vais avoir un séparateur linéaire, et donc je vais avoir une application linéaire, et puis d'un côté je vais dire oui, d'un autre côté je vais dire non. Or, il se trouve qu'il y a plein de tâches qui sont importantes, qui ne sont pas linéaires, dont on veut pouvoir faire la tâche la plus importante non linéaire étant la fonction ou exclusif, qui, si vous la représentez, vous ne pouvez pas faire une séparation linéaire qui vous donne la bonne réponse. Donc on s'est aperçu assez vite que fondamentalement cette machine était trop simple. On s'est aperçu aussi très vite que dès qu'on mettait en intermédiaire une couche de neurones cachés, à ce moment-là, on pouvait fabriquer un calculateur universel. Donc, le cadre théorique était déjà campé, si j'ose dire. Mais si on regarde fondamentalement ce qu'il y a de nouveau, peut-être pas depuis Rosenblatt, mais disons depuis les années 80, c'est l'usage de perceptrons multicouches avec de nombreuses couches, c'est le côté profond. Et ça, c'est fondamentalement lié à deux progrès majeurs. Le premier progrès majeur qui est tout simplement dans la capacité de calcul. Les algorithmes qu'on utilise, les descentes de gradient avec la rétroprogression du gradient étaient déjà là il y a 30 ans, 40 ans. On utilisait le même paradigme, mais la différence, c'est que maintenant, on a la puissance de calcul pour le faire. Et le deuxième progrès majeur, c'est la mise à disposition de très grandes bases de données. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens mettaient sur le web des images de leur chat ou de leur chien, et je ne vois pas d'autre explication que c'est simplement pour aider la communauté scientifique à s'entraîner sur un problème modèle. Donc, voilà, c'est un petit peu une caricature, mais je pense qu'il y a quand même ces deux, il faut garder ça en tête. Et finalement, le message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vécu là depuis une quinzaine d'années, c'est un succès technologique majeur, avec vraiment une capacité à aborder des nouveaux problèmes et avoir des résultats très importants, tout en ayant un cadre théorique qui n'a pas bougé d'un pouce et qui reste encore très primitif, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, ça marche. Voilà. Et dans les années 80-90, ça ne marchait pas. Et du coup, la plupart des gens, comme moi-même d'ailleurs, se sont détournés de cette voie de recherche pour traiter d'autres problèmes qui étaient aussi intéressants, et n'y sont revenus que plus tard. Quelques-uns ont continué malgré tout, et comme Yann Lequin, par exemple, et d'autres. Et donc, c'était évidemment visionnaire de pouvoir continuer dans cette période-là. Je voudrais quand même apporter une certaine critique à tout ce que je viens de faire, puisque je viens de dire que c'est un progrès technologique majeur. Je voudrais mentionner trois problèmes principaux. Le premier, c'est que nous avons affaire à des systèmes qui ont besoin de bases de données extrêmement importantes, qui doivent être soigneusement préparées et qui doivent être labellisées. On est dans de l'apprentissage. Dans ce que j'ai décrit là, on est dans de l'apprentissage supervisé. Donc pour chaque image de la base de données, on doit avoir un label qui explique ce qu'est l'image. Donc ce qui entraîne d'ailleurs en pratique des emplois de tout un tas de gens qui font ça toute la journée. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est le fait qu'on n'a pas de compréhension de ce qui se passe. Je vais y revenir. Et du coup, on n'a pas ou très peu de garantie des résultats. Et le troisième point, c'est qu'on a, et je vais argumenter là-dessus, que
malgré tout ce progrès technologique, on n'a pas fait l'ombre d'un centimètre de progrès dans la direction d'une intelligence artificielle générale. On a des systèmes qui n'ont pas de raisonnement, qui n'ont pas de représentation du monde, qui n'ont pas de capacité d'attention, pas de capacité de conscience. Donc malheureusement, tous les claims du New York Times de 1958, on en est encore très très loin et on n'a pas beaucoup progressé là-dessus. Bon, la première critique, c'était la quantité de données. C'est évidemment très peu pratique. Ça montre aussi, alors ce n'est pas forcément un but dans la vie, mais en tout cas ça montre que les deep networks dont je parle, les réseaux profonds, sont encore très très loin de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait dans le cerveau. En tout cas, les mécanismes sont forcément extrêmement différents. On peut se demander combien d'exemples un enfant a besoin de voir d'un chat pour savoir identifier un chat. La réponse sera très très peu. On l'a quantifié juste de l'autre côté de la rue, au 29 rue d'Ulm, dans un des labos de l'école normale. On a une équipe qui s'occupe de l'apprentissage chez les enfants et qui a regardé, qui a fait entraîner des enfants à jouer. Et en l'occurrence, c'était dans l'équipe d'Anne-Christophe. Ils ont travaillé avec des enfants d'une vingtaine de mois. Et ils leur ont appris à jouer avec 4 objets, 4 jeux qui sont je vais l'appeler une co-poule, je traduis en français. C'est une co-poule, un K-livre, un K-tracteur et un co-lapin. Et après avoir joué avec ces objets-là pendant un certain temps, de sorte qu'ils ont mémorisé ça, on leur présente à l'écran 2 images, les 2 images qui sont en haut, et on demande à l'enfant de dire « Oh, mais regarde, il y a un cobamoule. Tu peux me dire où est-ce qu'il est le cobamoule ?» Alors je vais faire un petit test dans la salle. Je voudrais savoir lesquels d'entre vous pensent que le cobamoule est en haut à gauche. Qui pense que le cobamoule est l'objet de droite? Ah ben, il y a une dizaine de courageux et puis il y a beaucoup d'indécis. Voilà. Alors vous êtes un petit peu moins bons que les enfants, globalement, qui se trompent très peu là-dessus et qui disent tous que le cobamoule est effectivement l'objet de droite. Ce qui montre qu'ils ont généralisé quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire que le préfixe « co » était lié à quelque chose qui était un animal, fondamentalement. Alors, ce machin rose qui est là n'est pas un animal qui existe, mais si on devait dire entre les deux lequel ressemble à un animal, ben voilà un qui a 2 yeux, qui a 3 pattes, voilà, on pourrait faire un robot qui ressemblerait à ça, il serait un peu vaguement humanoïde. Bon. Donc, voilà la généralisation. C'est intéressant, et en fait, il y a plein d'exemples de généralisation de ce genre-là qui montrent qu'il y a une préconnexion du cerveau humain qui va avoir une certaine tendance à généraliser. Et je ne vous parle pas de l'apprentissage d'une langue étrangère, l'apprentissage de l'orthographe, etc., où on préfère apprendre la règle avant toute chose et ensuite généraliser, et les exceptions vont venir simplement compliquer la vie. Donc on peut, à partir de là, se poser des petits défis, et dans les défis que j'aime bien pour le futur de l'intelligence artificielle, il y a celui de construire une machine qui pourrait apprendre un langage, apprendre une langue, sur la base de ce qu'un enfant a vu dans la première année de sa vie. Il se trouve qu'à peu près, de manière à peu près générale, les enfants comprennent le langage à peu près tous autour de 1 an. C'est d'ailleurs intéressant, je pensais à ça en écoutant l'exposé précédent, que le contrôle moteur induit plus de variabilité. Il y a plus d'écart dans l'âge auquel on est capable d'écrire, dans l'âge auquel on est capable de marcher, etc., par rapport à quelque chose qui ne requiert pas un contrôle moteur. Et donc voilà un petit défi qu'on peut se poser pour le futur de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Le deuxième point, donc la deuxième critique que je voulais faire, était liée à ce qu'on sait, ce qu'on comprend dans les réseaux de neurones. Donc là, je vais me mettre dans un cas de figure qui est un succès. Je prends un des réseaux de neurones qui a très bien réussi pour l'analyse d'images, par exemple. Il est capable de reconnaître les visages de toutes les personnes qui sont dans la salle. Je vais l'utiliser dans mon téléphone pour me faire un tri, pour me dire, tiens, voilà, il y a le visage de ta maman qui est là, je suis très content. Ce truc-là marche. Je l'ai entraîné pendant des mois. J'ai utilisé beaucoup d'énergie pour tout cela. Et
et je sais tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, je connais tout le détail de chacune des opérations qu'il fait. S'il y a 10 millions de poids synaptiques, je les connais tous, un par un, je peux aller les regarder. Et donc, je connais tout le détail microscopique de ce que fait cette machine. J'appelle ça le rêve des neurosciences, en un certain sens. Ça serait l'équivalent en neurosciences que d'avoir un organisme dans lequel on a été capable de repérer, on connaît toutes les efficacités de toutes les synapses dans le cerveau. On connaît non seulement la position des synapses, mais en plus leur efficacité, quel est le poids, quel est le neurotransmetteur, la quantité de neurotransmetteurs qui sont émises, etc. etc. Magnifique. Est-ce qu'on sait à partir de là dire comment fonctionne l'organisme, comment fonctionne le cerveau en question? J'avais trouvé cet article qui est mentionné sur ce slide intéressant. Could a neuroscientist understand a microprocessor? C'est deux collègues qui ont voulu prendre un microprocesseur, ancien d'ailleurs, un microprocesseur de jeu des années 90 ou je ne sais plus, et ils ont essayé d'appliquer des méthodes de neurobiologie pour voir si à partir de là, ils pourraient arriver à comprendre comment ça fonctionnait. Donc ils avaient des méthodes de knockout, vous savez, on tue un petit bout, on met un détecteur pour voir quel est le courant électrique qui passe là, etc., etc. Ils ont fait plein de trucs comme ça, ils n'ont jamais compris comment ça fonctionnait. Ils ont compris qu'il y avait quelques trucs qui étaient vitaux, que si on détruisait tel bout, ça n'allait pas marcher, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas été capables de... J'essaye de faire... Pardon, j'essaye de faire comme mon prédécesseur, mais... donc ils n'ont pas été capables de reproduire comment ça fonctionne. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe en ce moment, puisque on comprend en fait très peu. On comprend très peu, bien qu'on connaisse tout. Donc je trouve que c'est un magnifique paradoxe. On a des machines dans lesquelles on connaît chaque single detail, comme on dirait, chaque détail microscopique. On comprend assez peu comment ça fonctionne globalement. Et c'est typique d'un phénomène d'émergence. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, en tant que physicien statisticien, puisque ce qui se pose comme question ici, c'est le passage du microscopique au macroscopique. On a un exemple d'un système magnifique dont on connaît chaque ingrédient microscopique. On voudrait comprendre au niveau macroscopique comment il fonctionne vraiment. Et comment il fonctionne vraiment devrait nous permettre à la fois d'expliquer la décision faite par une machine, c'est un des enjeux majeurs pour l'utilisation de l'IA, et aussi d'avoir un certain contrôle, de pouvoir dire voilà ce qui ne pourra pas se passer. En particulier, le fait qu'on n'a pas le contrôle aujourd'hui veut dire qu'on a peu de garanties que ça va marcher en toutes circonstances. Pardon, je vais couper cette chose-là. Je voulais montrer un exemple de ça, qui est bien connu, qui est un autre classificateur. Plutôt que des chats et des chiens, on a pris d'autres applications avec des images de pandas et de gibbons. On essaye de classifier des pandas et des gibbons. On prend une base de données, il y a plein d'images de pandas sur le web, magnifique. Des gibbons aussi. On entraîne un réseau de neurones, spécialise des images. On lui présente cette image, il dit ça c'est un panda. On lui présente cette image, il dit ça c'est un gibbon, j'en suis sûr, à 99% de confiance. La différence entre les deux étant qu'un esprit pervers a rajouté à l'image du panda un bruit, qui est un bruit extrêmement faible. Vous voyez, il est multiplié par 0,07, donc on ne le voit pas à l'œil. Mais ce bruit a été optimisé par un autre réseau de neurones d'ailleurs, optimisé pour induire en erreur l'algorithme qui distinguait les pandas des gibbons. Donc on voit bien d'une part que la robustesse est donc du coup très difficile à garantir, même s'il y a du travail qui est fait sur ce genre de questions. Mais, les pandas et les gibbons ne sont pas les seuls exemples. On prend un réseau de neurones qui classifie plusieurs objets. Sur l'objet du haut, il nous dit c'est une banane. Bravo, bien réussi. Il est sûr à presque 100%. Et celui du bas, où on a rajouté sur la table ce petit patch qui est sur la gauche, avec ce petit patch, il nous dit ça c'est un grille-pain. Donc là aussi, le petit patch a été optimisé pour l'induire en erreur. Cette question-là, c'est anecdotique et en même temps c'est intéressant. C'est-à-dire que ça nous montre bien qu'en absence de capacité d'explication d'une part et des capacités de contrôle de ce qui se passe d'autre part, on peut se retrouver dans des situations où un adversaire, puisqu'il s'agit d'attaque par un adversaire,
va être capable de contourner tout ce qui se passe dans l'algorithme et de l'induire en erreur, ce qui est un vrai problème pour des applications importantes. Par exemple, si on imagine utiliser un algorithme comme ça pour conduire un véhicule, et que le panneau stop a été identifié bien comme un panneau stop et que quelqu'un, un esprit pervers, et il y en aura, rajoute le petit patch qui va bien pour dire que le panneau stop est vu comme un feu vert, on va se retrouver avec des problèmes majeurs. Troisième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il s'agit de systèmes qui n'ont pas d'intelligence générale, pas de raisonnement. Pour moi, le progrès majeur, et je ne cherche pas du tout à le minimiser, hein, au contraire, je trouve que c'est un progrès absolument spectaculaire, est un progrès de nature très technologique qui résout des problèmes très spécifiques, très bien posés, sur lesquels on a une question qu'on sait bien définir et sur lesquels on a une mesure de performance simple. J'ai voulu prendre 3 minutes dans cet exposé pour, du coup, répondre à une question qui était posée vraiment autour de ça, autour de cette question de l'intelligence. Alors, la question de l'intelligence est une question très vaste, sur laquelle je n'ai pas de choses particulières à dire, mais une réflexion sur laquelle on peut converger assez facilement, c'est sur l'intelligence scientifique. Et spécifiquement, je voulais essayer, on m'a demandé un jour de répondre à cet article de Chris Anderson qui, en 2008, dans Wired, avait écrit un article disant « It's the end of theory, the data deluge makes the scientific method obsolete ». En face des données massives, l'approche traditionnelle de la science, faire des hypothèses, des modèles, tester, revenir sur nos hypothèses, etc., cette approche traditionnelle est devenue obsolète. Avec la mise à disposition de données massives, avec les moyens statistiques dont on dispose maintenant, nous avons tous les moyens pour comprendre le monde, parce qu'on a les capacités de faire en sorte que la corrélation devient plus importante que la causalité, et la science peut avancer sans avoir de modèle cohérent, sans avoir de théorie unifiée, ou sans avoir aucune explication mécanistique que ce soit. Alors, c'était évidemment un article très provocateur. En un certain sens, j'ai décidé de prendre le défi, puisqu'il ne s'agissait plus seulement de chats, de chiens, de bananes, de grille-pains, etc. Il ne s'agit même plus d'aide à la médecine, il s'agissait de mettre en cause la démarche scientifique tout entière. Donc, c'était vraiment mon gagne-pain personnel, en tout cas, qui était attaqué par tout cela. Donc, j'ai essayé de répondre par une expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est une vieille tradition en physique théorique qui est d'imaginer une expérience idéale. Et donc, l'expérience de pensée à laquelle je réfléchissais était celle d'imaginer un défi qui soit je vais avoir quelqu'un qui va lancer des objets, et il faut prédire à partir du moment où l'objet est lancé où est-ce qu'il va tomber. Voilà. Alors, on pourrait imaginer, de ce point de vue-là, que quelqu'un qui arrive avec cette image de Chris Anderson en tête, et ce dogme de Chris Anderson, dise ben, c'est très bien, je vais prendre un étudiant qui va lancer des objets pendant quelques mois, je vais prendre 60 000 vidéos de tout ça, et je vais, à partir de ces vidéos, nourrir un réseau de neurones qui va devoir, par apprentissage machine, me dire où tombe l'objet. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Il y a peut-être un ou deux trucs qu'il faudrait avoir, c'est que s'assurer qu'on ait mis comme variable d'entrée pas seulement le geste initial, la trajectoire initiale, la vitesse initiale, mais aussi des paramètres comme la vitesse du vent, par exemple, qui sont très importants. Donc déjà, première chose, pour que ça marche, il faut déjà avoir une petite idée de ce qui est en train de se passer, de ce qu'il y a dans le monde et quels sont les effets du monde qui peuvent avoir un impact sur cette trajectoire, parce que sinon, si on n'a pas mis les variables là, les bonnes variables dans le système, ça ne marchera pas. Alors on me répondra, oui, mais c'est la base de l'apprentissage profond, qui est de dire, prenons le plus de variables possible et le système lui-même décidera. Donc voilà, on enregistre la vitesse du vent, l'âge de la personne qui lance,
la longueur de sa moustache, etc., etc. Et puis on verra bien ce qui devient pertinent. Eh bien, je pense que ça peut marcher. Peut-être que ça pourrait même marcher aussi bien que la résolution des équations de Newton. Imaginons que ça soit le cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette démarche-là? Donc on a deux systèmes. On a un système qui est basé purement sur l'analyse de corrélation dans une base de données très grande de trajectoires qu'on a engendrées, et l'autre qui est basé sur 3-4 équations qui sont les équations de Newton fondamentalement, et puis les équations qui sont liées à la résistance de l'air. Finalement, c'est ça qu'on va. Et c'est intéressant de regarder comment fait le physicien. Effectivement, le physicien va combiner ces équations, c'est-à-dire qu'il a des modules dans sa pensée, dans son analyse, dans son modèle. Le module qui est la loi de Newton, qui est fondamentale, évidemment. Et on rajoute à ça le fait qu'on a un objet qui se déplace dans un milieu et que du coup, il y a des effets de friction. Des effets de friction qui peuvent dépendre de la forme de l'objet, de sa rotation, etc. À partir de tout ça, on est capable de prédire assez correctement la trajectoire d'un objet. Ces deux approches extraordinairement différentes, si vous y pensez bien. L'approche scientifique qui est amenée à un modèle compact avec des systèmes d'équations qu'on combine. Donc il y a toute cette histoire de la combinatoire qui est assez intrinsèque à la démarche scientifique. Si vous y pensez, c'est presque toujours comme ça. Et un autre qui est purement sur une corrélation. Ce que je prétends, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important dans le modèle combinatoire, qui est celui du scientifique, c'est que justement, il se décompose. Et il se décompose en prenant en compte différents effets qu'il va combiner. Et du coup, on va pouvoir transposer ce qui est en train d'être prédit par cette démarche scientifique, on peut le transposer à d'autres champs. On va pouvoir prédire ce qui se passe si je lance un objet sur Mars. Ce que la première méthode ne peut pas faire, sauf à envoyer un étudiant sur Mars, prendre 60 000 films, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement très, très, très différent. Cette capacité à généraliser, pourquoi? Parce que l'intelligence scientifique, par sa modélisation, est arrivée à décomposer un problème très complexe en un nombre assez limité en fait, de lois qu'on combine les unes avec les autres. Et je ne parle pas de ce qui se passe quand on a un grand savant, qui est capable de dire que cette même loi de la gravité qui nous permet de regarder comment tombe l'objet est aussi celle qui gouverne le mouvement des planètes. Ça, les 60 000 films n'y arriveront certainement pas. Donc, ce que je voulais, c'était, à partir de cet exemple-là, quand même souligner que les réseaux profonds n'ont pas de raisonnement, ils n'ont pas de représentation du monde. Quand ils disent « ça, c'est une banane », ils n'ont pas de notion, ils n'ont pas été d'ailleurs entraînés pour ça. Notion que c'est un objet dans un espace à 3 dimensions, que cet objet a une structure, a une entité, qu'on peut le déplacer et retrouver l'objet ailleurs, que si on le lâche, il va tomber, etc. Tout ça n'existe pas. Donc je pense que finalement, ce qui s'est passé dans les années récentes est de nouveau un progrès technologique énorme, mais qui ne nous a pas fait avancer vers l'intelligence artificielle générale. Mais ça nous a fait avancer sur beaucoup de choses, y compris dans la science. Je ne critique pas du tout, je pense que, y compris dans la science, ça nous permet de trouver, de détecter des corrélations, justement, de détecter des patterns cachés dans des données. En gros, c'est un outil magnifique, comme l'a été le développement du numérique dans les années 70-80, qui a été un nouveau pilier pour faire de la science. Je pense que les méthodes d'intelligence artificielle sont en train d'avoir un impact similaire. Ce qui est en train de se passer sur le repliement des protéines en est un exemple. Donc, je voudrais juste, si je peux prendre encore une minute ou deux, oui, donner quelques commentaires. Je pense qu'on a besoin de meilleure compréhension de 3 sujets fondamentaux. La question des architectures. La question des architectures, c'est très intéressant de voir ce qui se passe en ce moment, parce que le choix d'une architecture, c'est un choix, c'est un art. C'est un art qui n'est pas guidé par un raisonnement, il est guidé par une expérience. La personne qui dit, voilà, je vous demande de faire un système qui va permettre d'analyser ceci, d'analyser telle base de données, va se baser sur sa propre expérience ou sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Quelles architectures ont été utilisées avec succès dans des problèmes qui étaient similaires. Voilà. C'est ce que j'appelle un art.
Du côté algorithmique, on repose essentiellement sur Stochastic Gradient Descent jusqu'à présent, c'est-à-dire une espèce de méthode de descente de gradient, hein, telle que je la décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on a, dans cet espace de très très grande dimension, essayé de comprendre quelle est la direction qui va minimiser le nombre d'erreurs dans la phase d'apprentissage, et on y va. Ça, c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il s'agit de quelque chose qui, normalement, ne devrait pas marcher. Toute notre expérience d'optimisation dans des espaces de très grande dimension nous dit qu'il s'agit de problèmes qui, normalement, sont extraordinairement compliqués et que la descente de gradient, vous voyez, quand on fait en physique, si j'essaye de minimiser une énergie et que cette énergie, elle ressemble à quelque chose comme ça, si je fais une descente de gradient, je pars de ce point-là, je vais me retrouver piégé ici. Comment se fait-il qu'on va trouver un très bon minimum, on va trouver un système qui apprend correctement? Ben, il se trouve que, et ça on est en train de le comprendre petit à petit, il se trouve que le paysage d'énergie d'apprentissage, si l'énergie c'est le nombre d'erreurs que je fais sur la base de données, ce paysage n'a pas cette tête-là. Il n'a pas une tête générique de paysage compliqué qu'on a dans les systèmes de grande dimension. Quand on a des réseaux très profonds, et ça c'est un des effets de la profondeur des réseaux, au contraire, il se trouve que, d'où qu'on parte, il y a beaucoup de directions, on est dans un espace de direction de dimension 1 million, il y a toujours une direction qui va nous amener vers un minimum très bas, proche de là où on est parti. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris. Pourquoi, comment c'est lié à la structure et à l'architecture, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien compris. Et le troisième ingrédient qui est très important, c'est la structure des données. La plupart des études théoriques sont des études qui, jusqu'à présent, sont des études qui ne sont pas portées sur la structure des données. Or, tout ce qu'on fait, tous les progrès qui ont été faits sont liés, évidemment, au fait que les données ont une très forte structure. Si je prends les données de l'écriture manuscrite, un chiffre de la base MNIST, c'est un point dans un espace de 784 dimensions. Bon. Et donc, il va falloir, dans cet espace de 784 dimensions, que je trouve les points qui ressemblent le plus au chiffre 5, au chiffre 3, etc. En fait, on a pu s'apercevoir que l'ensemble de tous les chiffres qu'on a dans la base de données MNIST, ils sont dans cet espace de très grande dimension, mais ils sont dans un sous-espace qu'on appelle une variété, qui est une variété de dimension à peu près 15. Donc ils sont dans un tout petit sous-espace d'un très grand espace. Le problème, c'est que ce n'est pas une variété linéaire, c'est une variété qui est repliée, et donc elle est difficile à trouver. Mais vu comme ça, si on savait la définir, si on savait la définir a priori, on aurait un problème beaucoup plus simple, puisque dans cet espace de dimension 15, il faudrait trouver 10 sous-espaces correspondant à chacun des 10 chiffres manuscrits. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Et jusqu'à présent, l'essentiel de la théorie ne s'est pas penché sur cette structure des données, qui est absolument considérable et qui est un des éléments essentiels. C'est-à-dire que la théorie s'est penchée sur que se passe-t-il pour un apprentissage dans le pire des cas. Et dans le pire des cas, il s'agit de données qui n'ont pas du tout de structure, qui sont les plus compliquées à apprendre. Ou bien, le pire des cas, et c'est souvent les approches plus mathématiques, je dirais, à la théorie des réseaux de neurones. Et quand on prend des approches liées à la physique statistique, on a pris des ensembles très simples, qui sont des ensembles dans lesquels les données sont engendrées de manière aléatoire indépendante. Et donc, de nouveau, on a perdu la structure. Donc, tout ça fait un ensemble qui ouvre beaucoup de perspectives, à mon avis, beaucoup de travail théorique à faire dans les prochaines années pour essayer de mieux comprendre, de fournir un cadre théorique à ce qui est en train de se faire. J'avais entendu, je me rappelle un jour, Yann Lequin expliquer que on était un petit peu comme au moment de l'invention des machines à vapeur par rapport à la thermodynamique. Quand on regarde les machines à vapeur, elles ont été inventées 150 ans au moins, enfin, elles ont été utilisées pendant plus d'un siècle avant qu'on fournisse le cadre théorique qui était la thermodynamique. Ça n'a pas empêché que c'était une invention magnifique, la machine à vapeur, mais que, évidemment, à partir du moment où on est arrivé à trouver un cadre théorique unifiant l'ensemble de tout cela, eh bien, c'est pareil que quand on a la théorie de Newton, etc. C'est-à-dire que ça va permettre de l'étendre et ça va permettre de donner beaucoup plus d'espace. On est dans cette période intermédiaire. Est-ce que ça va durer 150 ans? J'en sais rien du tout, ça va dépendre de vous. Hein. Voilà, je voulais finir par mentionner quelques défis. Je trouve ça intéressant de se poser des défis. Je trouve que c'est une façon aussi d'avancer.
Le premier défi que je pose, c'est celui de l'apprentissage socratique. L'apprentissage socratique, ça serait de trouver une bonne machine qui est capable de dire qu'elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'on lui pose une question et elle pourrait être capable de dire, voilà, je réponds à cette question, mais je suis aussi capable de dire, ah non, la question qui m'est posée, elle n'entre pas dans le champ de ce sur quoi j'ai été entraîné et je ne veux pas répondre même à cette question. C'est ce que j'appelle la réponse socratique. Je trouve que c'est un joli défi. Le défi des bases de données petites, je l'ai mentionné tout à l'heure avec l'apprentissage du langage. Le défi qui est quand même relié aussi de trouver d'arriver à trouver de l'apprentissage machine dans un cadre qui donc va avoir une consommation faible et qui va utiliser moins de ressources. Je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler. Et puis la question de la supervision. Une question de la supervision qui, à mon avis, est une question qui est très importante. Il y a évidemment de l'apprentissage non supervisé aussi, mais je crois qu'il y a tout un champ de recherche vers lequel on doit aller, qui est le mélange entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, merci pour ce très bel exposé. Bon, j'ai le privilège d'avoir le micro, alors je me permets une petite question. Oui, mais en fait, tu as quasiment répondu avec l'exemple de la machine à vapeur. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas un peu trop gourmand quand on demande à l'IA de faire l'équivalent de Newton? Est-ce qu'on n'en est pas plutôt aux lois de Kepler, c'est-à-dire une classification des orbites, ou alors la spectroscopie hertzienne, ou alors les lois de scaling dans les transitions de phase, c'est-à-dire qu'on glane un certain nombre de résultats comme l'ont fait les physiciens eux-mêmes, et après, il y a quelqu'un qui arrive et qui synthétise tout ça sous forme d'une loi. Alors, est-ce qu'on n'en est pas là? Et est-ce que, finalement, l'IA elle-même ne sera pas capable d'inférer ces lois? Très récemment, on a vu des propositions allant dans ce sens où on essayait de retrouver les lois de Newton elles-mêmes à partir tout un ensemble de data, de trajectoires. Et donc, est-ce que, finalement, l'IA ne sera pas capable aussi d'aider le physicien à la décision de ce point de vue? Je suis absolument certain que l'IA a déjà commencé à aider le physicien. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'outil qui vient aider à l'élaboration d'une théorie physique, mettons, puisque nous sommes physiciens, on peut parler de la physique, je trouve que c'est évident, c'est majeur. C'est-à-dire que si je reprends mon expérience de pensée, et qu'au lieu de dire simplement je vais passer du film de la trajectoire à une prédiction, que je fais quelque chose d'autre et que je dis je suis dans un système, un milieu dont je ne connais pas exactement la composition, etc. Je ne connais pas bien les lois de la friction dans ce milieu-là. Et je vais essayer de deviner quelles sont les meilleures lois de la friction qui détermineraient la trajectoire bizarre que je vois. Alors là, oui, ça peut vraiment nous aider parce que dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est se définir un espace des lois possibles et essayer de voir à partir des données, par apprentissage, vers trouver les paramètres, quoi, finalement. On est dans l'application de l'IA en statistique, finalement, c'est-à-dire trouver les paramètres d'un ensemble de lois possibles. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours, en un certain sens. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas de doute. Ça ne veut pas dire qu'on aura fait des progrès vers l'IA fondamentale, générale. Y a-t-il des questions, Hassan? Merci pour cet exposé. En ce qui concerne la découverte de lois scientifiques, on parlait de Newton à partir d'observations, on va pouvoir vraisemblablement retrouver les bonnes lois de Newton si on met un critère de simplicité parmi les modèles que l'on veut retrouver. Mais si on prend maintenant le cas d'AlphaFold, le repliement des protéines, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver dans un monde où l'IA sera capable de prédire, de modéliser certains phénomènes qui ne sont pas forcément explicables pour la pensée humaine? C'est-à-dire peut-être que le repliement de protéines, c'est quelque chose qui s'exprime dans un langage qui ne nous est pas accessible, mais qui peut être accessible à une IA. Est-ce qu'on entre dans ce monde-là ou non? La question que tu poses est... Si je reprends l'exemple concret du repliement des protéines, serait se dire, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un problème scientifique qui n'est pas réductible à un ensemble de lois relativement compactes et qu'on combine, qui sont un peu la condition pour que notre cerveau appréhende la chose. Hein, quand même, dans toute théorie scientifique, on va se ramener à ces modules parce qu'on a une mémoire qui est limitée, on a une capacité de... Alors, on remplace évidemment la capacité limitée de notre cerveau, on la remplace par
cette grande capacité à combiner des tas d'éléments et à rendre les choses... On fait des notations compactes, hein, toutes les mathématiques sont inventées pour ça. Une notation va contenir tout un livre derrière qu'on a appris. Et donc, ça nous aide énormément. C'est très difficile de répondre à cette question. Je crois que moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis un esprit optimiste pour la science. Je pense que la nature s'est avérée modélisable de manière... je vais parler de cette efficacité surprenante des mathématiques pour modéliser la nature. C'est ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ces machines-là pour le faire. Donc, en tout cas, il serait tout à fait imaginable qu'il y ait une phase intermédiaire qui puisse durer longtemps, dans laquelle on ait des algorithmes du genre AlphaFold, etc., qui soient capables de faire beaucoup de prédictions, et qu'on ne soit pas capable, pour le moment, de réduire ces algorithmes à des modules compacts qui fassent qu'on puisse appréhender ça dans notre cerveau. Même si le problème est quand même très bien posé. On sait définir le problème en un demi-tableau, c'est très facile, on connaît les lois fondamentales. Merci beaucoup Marc pour cet exposé. Une vue assez proche de la tienne. Il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord et je trouvais que tu avais été un petit peu injuste par rapport à la théorie qui a été faite pendant des années. Alors pas effectivement sur le deep learning, mais on va dire en apprentissage statistique, les résultats qui ont été obtenus sur des modèles plus simples, comme des modèles linéaires ou des modèles à noyaux, où justement on a cherché à caractériser en fait ce qu'on